Allô? J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Et oui, très très bien. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Perform 5.0 numéro 37. Alors, si vous avez suivi ma série de vidéos depuis le début, les premières vidéos portaient sur la théorie du mindset positif. On a abordé ensuite le coaching de performance et on a même fait un peu l'histoire du coaching et l'histoire du concept du mindset et tout ça. Par la suite, on s'est approché de plus en plus vers les problématiques que je qualifie de cliniques, c'est-à-dire celles que je rencontre dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire de coaching de performance. Et aujourd'hui, on va être vraiment dans un cas clinique, c'est-à-dire des choses qu'il m'arrive de rencontrer lorsque je suis en entretien ou moi ce que j'appelle en meeting avec mes motivés et ma clientèle en général. Ok, quand je parle de motivés, juste pour préciser, c'est mes clients du Focus Gym 5.0. Alors eux autres, je les dénomine motivés. Et pour ceux qui font affaire avec le service de coaching de performance, sans acheter le programme, juste du service conseil, pour résoudre des problématiques en entreprise et dans certains cas au plan de la vie privée. À ce moment-là, on va parler de clients. Donc, mes clients, parce qu'on est dans la série Perform 5.0, mes clients, il m'arrive à plusieurs reprises de rencontrer des cas de déséquilibre. Je m'explique. Et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comment garder l'équilibre entre la performance et les routines quotidiennes? C'est une question importante. Donc, les cas cliniques de déséquilibre au niveau de la performance et le maintien de routine qui nous entraîne dans une zone de confort, c'est légion. Je ne peux pas être plus clair que ça, là. 7 à 8 cas sur 10 depuis plusieurs années que je rencontre en consultation pour le coaching de performance. Et ça, c'est toute catégorie, que ce soit des cadres d'entreprise ou des salariés. Et aussi des gens qui ne sont plus à l'emploi, des rentiers ou des retraités, peu importe. C'est 7 à 8 à 10 personnes sur 10 qui sont dans des cas de déséquilibre. Et le déséquilibre amène les troubles du mindset, amène les troubles que l'on peut remarquer dans la démotivation et la disparition progressive de la performance au travail. Okay? Donc, c'est une problématique que je ne pouvais ne pas parler. Parce que lorsqu'il reste deux personnes qui font référence à d'autres types de problématiques, j'ai déjà parlé de l'anxiété de performance qui est une problématique, et ça c'est rare que j'en rencontre, hein, puis je l'ai déjà spécifié dans ma vidéo à ce sujet-là. C'est essentiellement des étudiants qui vont être frappés d'anxiété de performance. Il y en a dans le domaine du travail aussi, là. Mais ce que je veux dire, c'est en dedans de quelques minutes, lorsque la personne fait le récit de sa situation et du problème auquel il est confronté au travail, c'est règle générale un déséquilibre. Et c'est un déséquilibre entre le souci de performer et le maintien des routines quotidiennes. Bon, maintenant on s'attaque au vif du sujet. Ça, c'est important. Là. Comment garder l'équilibre? Parce qu'il faut du déséquilibre, il faut en arriver à un équilibre. Alors, comment on travaille avec le client pour remettre l'équilibre au centre de sa vie? En fait, il y a trois axes de solution que je vais vous parler aujourd'hui. Le premier axe de solution, c'est la question de la routine. C'est humain de ne pas faire d'efforts pour s'améliorer. Okay? C'est la culture de l'entreprise ou la culture familiale dans un autre ordre d'idée
la culture qui va vous inciter à vous améliorer ou pas. Donc, vous ne naissez pas avec ce don inné de vouloir vous améliorer. Ça dépend dans quel milieu vous avez grandi. Il y a des gens qui ont grandi dans des milieux familiaux dysfonctionnels et qui ont appris à un moment donné, par la dureté de la vie, les échecs, que l'amélioration amène le succès et ça passe par la performance. D'autres ne l'ont pas appris. Même dans des familles dysfonctionnelles, la culture familiale ne prête pas à performer. Donc, la routine s'installe et on s'accommode bien d'une civilisation qui est riche et qui nous fournit en toutes sortes d'objets ludiques et en temps perdu pour s'amuser. J'ai utilisé le temps perdu pour s'amuser. Je suis coach de performance, donc pour moi, le temps pour s'amuser, ça en prend. Mais que votre vie tourne autour de ça, c'est du temps perdu. Alors, les gens qui viennent me voir, qui me demandent de l'aide, c'est ça le problème. La question de la routine. Les gens s'embarquent dans des routines pour garder une certaine joie de vivre et une motivation à faire des choses. Et c'est là que le bas blesse. Les routines deviennent des codes de vie. Je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne bien. J'ai eu dans le passé, ça fait déjà quelques temps, mais celle-là, il m'avait vraiment marqué ces meetings-là de soutien. J'avais rencontré une dame qui travaillait dans un bureau. Je n'aimerais pas l'entreprise. Elle n'est pas ici en bourse. C'est une personne de l'extérieur de la région. C'est quand même une entreprise importante. Et elle m'expliquait que elle n'aimait pas son milieu de travail. Elle aimait les tâches qu'elle faisait, mais elle n'aimait pas le milieu de travail. Donc, on parle de la culture d'entreprise indirectement. Et les tâches qu'elle faisait l'appelaient à performer, selon elle, mais que sa culture d'entreprise la décourageait de le faire. Alors là, comme coach, je lui ai expliqué qu'il y a une question de perception là-dedans. En d'autres mots, que si je posais votre situation dans le cadre de l'entreprise, il serait possiblement surpris de votre réponse. Peut-être pas en désaccord, mais il se poserait des questions du pourquoi c'est vu de même de votre part. Mais, j'ai aussi abordé la question, qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas à votre travail? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Et là, elle m'a sorti une pléthore de routines. Ce que j'appelle moi une vie plate. Une pléthore de routines qu'elle s'est imposée pour, selon elle, garder son couple uni. Déjà, il y avait une problématique non déclarée, que le couple, ça n'allait pas bien. Les enfants là-dedans, parce qu'elle avait des enfants. Je ne me souviens plus du nom, ça fait trop longtemps, mais elle avait des enfants. Et j'ai dit, je me souviens très bien de lui avoir dit, avez-vous déjà songé que vous avez peut-être mis la faute sur la culture d'entreprise plutôt que sur l'exagération des routines auxquelles vous vous soumettez? Elle a eu les yeux gros de même parce qu'elle ne comprenait pas ce que je lui ai expliqué. J'ai dit, les routines, là, ont un sens si elles nous permettent de garder un équilibre avec ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le souci de bien vivre. Et le souci de bien vivre passe par des revenus, et les revenus passent par le travail. Et le travail en entreprise privée, ce qui était son cas, demande une performance. Donc, je lui ai invité à regarder ses routines en fonction des exigences de son travail, que de se plier à des routines pour sauver son couple pouvait s'opposer au souci de performance au travail.
qu'elle n'avait pas la tête tranquille. Et que lorsqu'elle arrivait à la maison, c'était déjà les routines. Le matin, elle avait sa routine. Et c'est des routines qui étaient devenues des codes de vie dans son cas parce qu'on avait fait dans un deuxième meeting une certaine énumération de toutes ces routines qu'elle avait dans une journée. Et je me souviens, on était arrivé à une situation d'environ 15 routines. Puis que je lui ai expliqué que c'est beaucoup de routines qu'on s'impose dans le quotidien. Et elle m'a dit à ce moment-là que ça faisait longtemps qu'elle faisait ça. Donc, il y avait des routines qu'elle entretenait depuis son enfance. La dame, à l'époque, elle avait 35 ans, je pense. Si ma mémoire est bonne, là, 35 ans. Donc, ça faisait au moins 25 ans qu'elle gardait les mêmes routines. Là, j'ai dit, avez-vous pensé que votre conjoint pouvait avoir, lui, ses routines aussi? Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de routines dans la même maison? Où est la place de l'événementiel? Où est la place de l'imprévu? Où est la place dans votre vie pour du nouveau? Elle a avoué candidement qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, moi, je pense que la motivation, ça commence avant le travail. Parce que pour être motivé au travail, il faut déjà être motivé dans sa vie un peu. Puis que le travail que vous faites, vous l'avez choisi. Alors, si vous avez choisi votre travail, vous ne pouvez pas en vouloir à votre patron. C'est vous qui avez été voir pour postuler là. Donc, chacun doit assumer ses responsabilités. Nous sommes nos choix, comme disait le philosophe français Jean-Paul Sartre, et que je répète allègrement dans mes rencontres, dans mes meetings. Alors, j'ai pris cet exemple-là que j'ai déjà vécu, que une routine, c'est mortel. Ça peut le devenir. Est-ce que ça prend de la routine et des routines? La réponse, c'est oui. Pour l'être humain, il faut qu'il ait des points de repère, OK? Mais une routine ne doit pas devenir un code de vie. OK? Si vous avez l'habitude de faire du covoiturage avec la même personne depuis 10 ans, ça peut devenir une routine malsaine. Parce que, d'abord, vous vous obligez l'un l'autre à partager des choses qui vous obligent à aller au même lieu de travail, ou presque. Ensuite, vous perdez des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que c'est important, ça, de rencontrer des nouvelles personnes. De même, c'est important aussi de songer que vous devez absolument garder votre liberté. Et lorsque vous êtes embrigadé dans une routine, vous perdez de la liberté. Parce que c'est comme une cage que vous vous imposez. Alors, ce que je propose pour garder l'équilibre entre la performance et les routines quotidiennes qui sont nécessaires, je propose souvent une date de péremption, un peu comme sur les aliments que vous achetez à l'épicerie. OK? Je ne sais pas, moi, vous achetez du lait. Il y a une date. Après telle date, c'est marqué d'ailleurs best before, pardon, meilleur avant. Et après, ben, il y a quelques jours, vous pouvez encore le boire, là, mais un mois plus tard, pas sûr. OK? Ben, c'est un peu la même chose pour les routines. Observez les routines que vous avez développées dans votre vie. D'abord, celles qui remontent en l'enfance, ensuite celles qui remontent à l'adolescence, et celles que vous avez prises depuis que vous travaillez pour votre nouvel employeur. Même chose pour les patrons d'entreprise, les chefs d'entreprise et les auto-entrepreneurs. Observez-vous le nombre de routines que vous avez dans une journée. Et mettez-vous une date de péremption pour certaines. Je comprends qu'il peut y avoir des routines que vous avez de besoin pour garder un certain, entre guillemets, confort dans votre vie. Je le comprends. Mais il faut que toute chose ait une fin. Okay? Lorsqu'il n'y a pas de fin, vous êtes dans un cycle infernal. Donc, vous devez vous libérer de ça. Donc, mettre une date de péremption à vos routines. Si ça fait 10 ans que vous faites telle chose, acceptez la nouveauté. Acceptez l'imprévu. Il y a beaucoup de gens qui deviennent frustrés parce qu'ils ont manqué telle chose à cause qu'ils avaient toujours prévu à telle heure faire telle affaire, puis là, tout d'un coup, il y a eu un événement.
Dites-vous que la vie vous appelle à changer. Dites-vous-le. C'est pas nécessairement négatif, ça. C'est un appel à un changement qui est sain dans votre couple. OK? Donc, mettez des dates de péremption. Quand je dis des dates de péremption, je ne vous dis pas le jour et le mois, mais mettez-vous un deadline, une fin en telle année. Dire progressivement, je vais me défaire de cette routine-là pour pouvoir en accepter une nouvelle qui va m'aider. Mettez-en une, même si vous ne la visez pas, mettez-en une pareille. Prenez une feuille de papier 8,5 par 11, si vous êtes plus à l'aise à l'ordinateur, peu importe, puis faites toute la liste des routines que vous faites au quotidien et qui ont un impact sur votre travail. Et mettez une date de fin. 2023, 2024, pour certaines 2025. OK? Première chose. Deuxième chose, commencez à faire un peu de programmation neurolinguistique. Okay? Faites un peu de PNL. Je m'explique. Commencez à concevoir que s'améliorer, ça veut dire apprendre. C'est pas une ligne droite, s'améliorer. S'améliorer, ça veut dire que vous acceptez d'acquérir de nouvelles connaissances et que vous acceptez aussi de moins renforcer des connaissances que vous avez déjà. Et ça va vous permettre d'évoluer. Je vais vous donner un exemple que moi j'ai vécu. Moi, j'ai fait 5 ans d'études à l'Université Laval en sciences politiques. 3 ans au baccalauréat, puis 2 ans à la maîtrise. Bon. Donc, quand j'ai sorti de l'université, j'ai terminé, j'avais des routines d'étudiant. Ah, je travaillais au travers, là, mais je veux dire, j'avais des routines qui conciliaient mon travail, qui conciliaient ma vie amoureuse et qui conciliaient également mes études. Les études occupaient l'essentiel de mon temps et j'avais même du temps pour m'impliquer politiquement dans le campus, à l'université, dans des groupes politiques. Bref, j'étais très occupé. Donc, j'avais adopté des routines pour gagner du temps. OK? Et lorsque j'ai arrêté mes études, pour parler ici, il y a des routines qui ont disparu. Moi, j'avais l'habitude, je vivais à ce moment-là dans la basse ville de Québec, j'avais l'habitude d'aller à l'Université Laval à pied lorsqu'il faisait beau. Okay? Été comme hiver. Ça me permettait de rester en forme. Donc, j'allais à l'université à pied, ça me prenait au moins 1 heure de marche, et 1 heure pour revenir. Donc, quand j'avais un cours qui commençait à 8 heures le matin, ben, à 6h30, j'étais dehors. Donc, ça voulait dire que je me levais tard. Mais j'avais une routine à l'époque. Okay? Donc, quand mes études ont terminé, puis que ma première entreprise a pris l'essentiel de ma place, l'essentiel de la place dans ma vie, pardon, à ce moment-là, mes routines ont changé. Donc, il a fallu que j'apprenne du nouveau stock qui avait plus rapport avec les sciences politiques parce que je ne travaillais pas dans mon domaine. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été un problème pour moi dans ma vie. Je n'allais pas à l'université pour travailler dans un domaine. J'allais à l'université pour me cultiver et avoir un savoir, puis aussi avoir un diplôme. Ça aide dans la vie pour s'ouvrir des portes. Puis on apprend des méthodes, des choses comme ça, qui m'ont été utiles dans mes entreprises que j'ai eues. Bon. Alors, quand tu te lances en affaires, ben, c'est pas nécessairement les sciences politiques. Là, faut que tu lises sur la finance, faut que tu lises sur les lois, faut que tu lises le code civil, faut que tu lises. Donc, si tu veux t'améliorer, tu dois accepter d'apprendre. Et si tu acceptes d'apprendre, il faut que tu brises tes vieilles routines. Parce que tout le temps que tu prends pour maintenir ces routines-là, tu n'avances pas. C'est important de comprendre ça. Donc, se programmer au niveau du cerveau, dire s'améliorer, ça veut dire apprendre. On sous-entend apprendre de nouvelles choses. Okay? Donc, se former périodiquement. Troisième chose que je propose à ma clientèle qui sont aux prises avec un problème de déséquilibre entre la performance et les routines quotidiennes, l'équilibre, c'est un progrès. L'équilibre, c'est un progrès en soi. Quand vous êtes déséquilibré, vous ne progressez plus. La seule raison pourquoi un être humain évolue,
c'est parce qu'il est en équilibre entre son souci de s'améliorer et des routines qui lui permettent cette amélioration-là. Il ne transforme pas ses routines en code de vie. Là. Il les garde. Il sait que c'est une route, puis comme toute route, tu ne peux pas rouler dessus indéfiniment. Hein. Le mot routine vient de... Il y a le mot route. Vous savez c'est quoi une route, hein? Vous êtes conducteur, donc une route infinie, ça n'existe pas. Vous allez rencontrer à un moment donné une fin à la route. Vous allez déboucher sur une artère, vous avez un cul-de-sac, ou peu importe, mais une route, ça a un début, puis ça a une fin. La routine, c'est une petite route. Routine. Donc, c'est une petite route. Cette petite route-là, si vous en accumulez beaucoup, vous allez faire beaucoup de millage dans votre vie pour rien. Donc, vous devez vous garder un espace d'opportunité dans votre vie. OK? En guise d'épilogue, parce que c'est pas mal ça que je discute avec ma clientèle à ce sujet-là, juste pour résumer, comme piste de solution, routine avec une date de péremption, s'améliorer égale apprendre, et l'équilibre égale progrès. Donc, c'est un peu il y a 2 pistes de réflexion sur 3 que je propose, qui sont en fait de la programmation que vous devez vous faire, okay, dans votre esprit. Chaque jour, ou si ce n'est pas chaque jour, souvent vous le rappelez. L'équilibre en soi est un progrès, et s'améliorer, ça passe par l'apprentissage. Mais, ce qui est difficile et qui brise le déséquilibre, c'est d'accepter les opportunités. Quand vos horaires sont brisés, c'est une opportunité. C'est la même chose qu'une personne qui me dit j'ai un problème. Non, tu n'as pas de problème. Il n'y en a pas de problème. C'est des défis que tu dois relever. Et ta job, en tant qu'être humain, c'est de trouver des solutions à ces défis-là. C'est la même chose dont on parle. Les gens qui pensent qu'ils ont des problèmes ont un mindset négatif. Les gens qui pensent qu'ils ont des défis à relever sont des gens qui ont un mindset positif. Alors, c'est la même chose quand on parle des opportunités. Mes horaires, mes routines sont changées. OK. Je ne dis pas que ça ne déplaît pas sur le moment. Mais oui, ça déplaît. Hein? C'est imprévu, ça nous arrive. Mais en même temps, c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire autre chose. Faire quelque chose qui n'est pas programmé et prévu. L'être humain en a de besoin. Il ne peut pas faire quelque chose programmé à l'os. Il faut qu'il y ait des zones d'opportunité pour lui donner d'autres futurs possibles dans sa vie. S'il ne les a pas, il n'évolue plus. Donc, l'amélioration, c'est pas possible à ce moment-là. Donc, en guise d'épilogue, rappelez-vous que d'accepter les opportunités sont l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la performance à partir de d'autres niveaux. Okay? Si vous avez des questions sur comment garder l'équilibre entre la performance et les routines quotidiennes, comme je vous dis, je suis quand même expérimenté sur le sujet. Vous pouvez m'écrire et je vais vous recontacter aussitôt que possible. La première rencontre, 1 heure, c'est gratuit. Puis si on a besoin de faire plusieurs rencontres, à ce moment-là, il y a mes honoraires à payer. Ça, c'est bien normal. Si vous voulez acheter le programme de performance mentale physique Focus Gym 5.0, c'est 350 $, plus taxes. Ça me prendrait un groupe de 5, c'est-à-dire moi je suis le coach plus 4 motivés. Donc les 4, chacun paye 350 $ plus taxes. Puis on peut faire ça en visioconférence si vous êtes à l'extérieur de la bourse. Il n'y a pas de problème, un meeting par semaine. Puis vous allez avoir une cédule chaque mois pour les 5 dimensions de la vie pour vous permettre de vous améliorer de façon globale. J'espère que cette vidéo sur les routines quotidiennes et le déséquilibre vous a plu. Je tiens d'ailleurs à dire que je n'ai pas trop parlé des zones confort parce que lorsqu'on parle de routine quotidienne, ça l'amène la zone confort. C'est normal, j'en ai pas parlé parce qu'on va en parler ultérieurement dans une autre vidéo. Comment les routines quotidiennes vous amènent les zones confort qui vous amènent la mort professionnelle, la mort de votre vie de couple, la mort tout court. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série Perform 5.0. Au revoir.